Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de janvier. Je vais scinder mon bilan en deux parce qu'il y a 14 livres et que j'ai pas envie de devoir aller trop vite. Puis j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. Donc comme je ne trouvais pas de classement à faire pour séparer mes lectures, parce que j'ai pas suffisamment eu de mauvaise lecture pour faire une vidéo que de mauvaise lecture, je vais faire par ordre chronologique de lecture, on va pas se casser la tête. Donc je vais vous présenter les 7 premiers que j'ai lus en janvier et je vous présenterai les 7 derniers la prochaine fois. Donc c'est parti, on y va tout de suite. C'est 2022 et j'ai entamé 2022 avec la lecture d'Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai rangé, peu importe, qui m'a été offert par Pénélope dans le petit swap qu'on s'était fait en décembre et que j'avais très envie de lire. C'est un roman qui est quand même, enfin c'est une novella qui est quand même relativement courte, qui se lit relativement bien et je me suis dit que c'était une très bonne transition pour terminer et commencer une année, et effectivement c'était le cas. Donc dans Apprendre aussi par bonheur, on va suivre 4 personnages qui sont partis il y a plusieurs dizaines d'années en mission spatiale qui est commanditée par un organisme qui a pour objectif d'explorer l'univers et d'autres planètes dans l'univers, et pas du tout de coloniser, etc. C'est vraiment une volonté purement scientifique de découverte, d'observation, et avec une volonté très affichée de respect, de ne pas interférer avec la vie qu'il peut y avoir sur ces planètes, etc. Bref, nos 4 explorateurs partent en mission. On va suivre 4 personnages assez différents, dans lesquels il y a une grande diversité. Donc on a un homme trans, on a une femme qui est bisexuelle, on a une femme qui a priori est homosexuelle, et on a un 4e personnage qui est asexuel. Ils ont, d'après ce que je peux me rappeler, des aussi origines totalement différentes. Je saurais pas vous redonner les noms parce que la mémoire des noms c'est pas du tout mon truc, mais on sait qu'ils ont tous des origines différentes, qui viennent de différents pays. Donc on part déjà sur une histoire de base qui est quand même assez solide à mon sens, en représentation, en diversité, en volonté de faire les choses bien et d'être respectueux et d'être un petit peu de bons humains, ceux qui changent des 3/4 des choses que je peux lire. Je vais pas trop vous en dire parce que vraiment on n'est pas sur un roman où il y a une grosse aventure, une grosse quête, etc. C'est vraiment de l'exploration à fond de différentes planètes avec ce que ça va impliquer, avec un peu de technologie parce que c'est de la SF et qu'on a des petits trucs technologiques hyper sympas, hyper intéressants. C'est pas du tout hard SF, c'est pas du tout difficile à comprendre. La technologie est vraiment très très simple à comprendre, ce qui m'a arrangé parce que j'étais en tout cas encore moins à l'époque une grande experte de SF à contexte spatial, donc avec tout ce que ça va impliquer en promiscuité, en huis clos, mais au contraire d'être une ambiance qui est dérangeante, c'est une ambiance qui est très positive, et c'est ça qui est très fort avec Becky Chambers, c'est qu'elle a la capacité de vous faire des univers qui sont remplis de douceur, de bonté, de bienveillance, de respect, de tous les mots positifs que vous pouvez vous imaginer qui me viennent pas là et maintenant, et c'est tellement agréable à lire, c'est tellement beau en fait, humainement parlant, c'est vraiment un pendant de l'humanité qu'on aimerait voir tout le temps en fait, tout simplement. Et c'est, voilà, ça fait du bien, c'est agréable. C'est Becky Chambers, donc voilà, je n'ai pas lu tous les Becky Chambers, mais je commence à avoir une petite idée et un petit peu d'expérience dans son écriture, et suffisamment pour savoir que c'est vraiment spécifique à elle. Je n'ai jusqu'à présent jamais retrouvé ça, et c'est vraiment hyper appréciable. Lisez ça si vous voulez lire de la SF qui se lit bien, si vous voulez lire de la SF qui n'est pas trop ardue, si vous voulez reprendre foi en l'humanité, si vous voulez lire quelque chose qui fait du bien au moral, lisez Apprendre aussi par bonheur, et par extension lisez Un psaume pour les recyclés sauvages aussi. Cette année j'ai lu Kim Ji-young, né en 1982, de Nam Jo Cho, qui est une autrice coréenne. C'est un livre qui m'a été offert par Marion pour mon anniversaire et que j'ai tout de suite lu parce qu'il est tout petit et que j'avais très envie de découvrir cet écrit, puisque Juliette en a beaucoup parlé et qu'elle a beaucoup aimé cette lecture. Donc, double raison de le lire tout de suite à sa réception, et c'est ce que j'ai fait. Dans ce livre, qui est très court, on va suivre le personnage donc de Kim Ji-young, qui est une jeune femme coréenne et qui eh bien, va parler de sa naissance, voire même avant sa naissance, un peu sa mère et la vie de sa mère
quand elle était jeune mariée, etc., jusqu'à sa vie d'adulte. Et on va suivre, enfin c'est pas elle d'ailleurs, c'est pas un récit à la... C'est pas un récit à la première personne, je crois. Donc c'est pas elle qui parle directement. Mais peu importe, on va suivre ce personnage qui est une femme et qui eh bien, sert de... Comment on peut dire, qui représente le rôle des femmes et la place des femmes dans la société coréenne dès de la fin du XXe siècle. C'est évidemment très édifiant, c'est aussi très dérangeant par moments, et surtout ça n'est pas sans rappeler nos sociétés occidentales qui ne sont pas franchement, je trouve, meilleures, même si elles sont peut-être meilleures en hypocrisie, dans les faits c'est pas franchement différent. Je vais pas trop vous développer le propos parce que j'en ai pas mal parlé, que c'est plein de thématiques plus de société qu'une histoire à proprement parler. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez aussi des faits, parce qu'il y a des faits historiques datés, comme des lois qui sont passées, etc. en Corée, et surtout les répercussions réelles que ça a eu sur la société, lisez ce livre, il se lit très bien, il se lit très vite, et franchement, comme je vous disais, c'est édifiant, je pense que c'est hyper important en fait de s'intéresser à ce genre de livre. Déjà d'une part parce que c'est pas la société que nous on connaît, c'est une autre culture, bien parce que ça permet justement de faire des liens avec notre culture à nous et notre société à nous. J'ai lu en lecture commune avec Pénélope Vita Nostra, qui est le tome 1 des Métamorphoses de Sergueï et Marina Diatchenko, qui est un roman qu'il va être très difficile de résumer. Je vais essayer quand même, je vais me prêter à l'exercice, mais je vous garantis pas que ça soit très très probant. Donc, dans Vita Nostra, on va suivre le personnage de Sacha, qui est une jeune femme, une jeune fille, qui a, je crois, 17 ans, il me semble, au début, et qui part en vacances avec sa mère. Elle part une semaine ou 15 jours en vacances en bord de mer avec sa mère, elles sont que toutes les deux. Et un jour, elle va être approchée par un homme qui en gros va lui dire qui va la forcer en fait par des moyens pas physiques, mais bon bref, je vous laisserai découvrir, à aller tous les matins sur la plage à 5h du matin je crois, à se dévêtir totalement, à aller nager jusqu'à la bouée et à revenir. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre en fait, je sais pas comment vous dire autrement. Et elle va le faire parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix et qu'elle sent bien qu'elle n'a pas le choix et que cet homme lui fait un peu peur et que voilà, il y a une menace derrière, donc elle le fait. Tous les matins, pendant ses vacances, elle va sur la plage à 5h du matin ou 3h ou je sais plus, peu importe. Et elle va faire ce qu'on lui a demandé de faire et à chaque fois, il va se passer quelque chose que je vais pas trop vous dire, qui va être aussi très étrange et qui met en place cette ambiance vraiment fantastique, un poil horrifique quand même, hein, moi je trouve, hein, mais bon, cette ambiance fantastique est tellement bizarre, et qu'il y a toujours ce côté un petit peu dans le livre d'humiliation, un petit peu comme ça, un peu malsain. Ce que je viens de vous dire, ça représente très peu par rapport à la taille du bouquin, vraiment. Donc c'est vraiment la mise en marche de l'intrigue, c'est vraiment la mise en marche de tout ce qui va se passer ensuite. Et suite à ça, ça va être le moment de la rentrée universitaire et le type va revenir en lui disant qu'elle doit aller à Torpa, qui est une ville en Ukraine, une toute petite ville, et il faut qu'elle aille à l'université de Torpa et qu'elle n'a encore une fois pas le choix. Et elle y va, et là elle découvre un monde totalement à part. Donc on est plutôt dans la Dark Academia, on est dans une ambiance fantastique, un poil horrifique, très bizarre, très différente de tout ce que j'ai pu lire, mais, parce que tout ce que je dis là a l'air assez négatif, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement prenant, c'est tellement différent qu'il est très difficile de poser ce livre, il est très difficile de ne pas vouloir savoir, on ne comprend pas tout, et petit à petit on comprend les choses à retardement et c'est très déstabilisant. Voilà, c'est vraiment un livre, je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde et je l'entends totalement, je comprends parfaitement que ça ne puisse pas plaire à tout le monde parce que c'est typiquement ce genre de livre où on est sur de l'ambiance et que le gros à mon sens de l'histoire c'est l'ambiance. Si on n'adhère pas à l'ambiance, je pense que l'histoire peut pas suffire à elle-même et peut pas accrocher. L'histoire est développée et voilà, je dis pas ça, mais on ne peut pas juste se détacher de l'ambiance pour se concentrer sur l'histoire. L'ambiance est totalement mêlée, imbriquée à l'histoire. Et si on n'adhère pas à l'ambiance, je pense que c'est pas possible. Et je pense que tous les gens qui n'ont pas aimé ont probablement eu du mal avec cette ambiance un peu bizarre, avec cette histoire un peu bizarre qui apparaît comme bancale au début, qui petit à petit prend du sens et en même temps pas totalement, voilà.
Je peux pas trop vous en dire plus, hein, parce que en fait, si vous voulez, les faits de l'histoire en eux-mêmes n'ont pas de sens et que c'est vraiment un livre à lire. Je pourrais vous raconter tout le bouquin là comme ça, que ça n'aurait aucun sens parce qu'il faut le lire. Et c'est vraiment ça qui est très particulier avec Vita Nostra. Donc sachez que moi j'ai beaucoup aimé la fin qui est très métaphorique et on peut émettre plein de théories je pense sur cette fin. C'est ce qu'on a fait avec Pénélope, c'était super chouette. J'avais dit que j'en referais une vidéo pour en parler mais je n'arrive pas à trouver d'une part le temps, d'autre part le créneau pour le poster et puis le courage de me lancer dans ce débroussaillage de bouquins très compliqués. Mais peut-être que ça viendra un jour à l'occasion. On a enchaîné avec Pénélope en lecture commune sur Piranèse de Susanna Clarke puisqu'on était dans les ambiances bizarres et c'est totalement le cas de Piranèse bien que ce soit très différent. Dans Piranèse, on va suivre le personnage de Piranèse qui vit dans une espèce de temple grec, pour moi c'est ça, qui est infini, qui a un nombre de pièces totalement infini et que Piranèse explore et ne fait que ça de sa vie puisqu'il est seul au monde, qu'il va répertorier les statues, qu'il va répertorier les ossements qu'il trouve, qu'il va observer les animaux qui font leur vie à travers les pièces, qu'il va noter les heures des marées, il va observer les marées et en fait c'est le principal de sa vie, il ne se souvient pas d'un avant. Il croise 2 fois par semaine pendant un très court laps de temps l'autre, la personne qu'il nomme l'autre, qui vient échanger avec lui et en fait c'est ça le principal de l'histoire, en tout cas au début. C'est ce monde fantastique, enfin du coup qui n'est pas fantastique en fait, parce que c'est la norme pour Piranèse. Donc c'est même pas fantastique, on peut pas dire que ça le soit, ça serait plus de la fantaisie du coup. Et bien que en fait il n'y a même pas de... C'est vraiment bizarre, vous voyez, c'est très dur à décrire. Mais il va se passer des choses, il va y avoir une graduation dans la prise de conscience de Piranèse, des réflexions de la part de Piranèse. Et ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, moi, ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance. L'ambiance est vraiment incroyable. Les descriptions sont sublimes. Autant cette espèce de temple, château, ce que vous voulez, est d'un côté un peu effrayant parce que c'est sombre, c'est glauque, c'est rempli de vide et de statues, c'est un petit peu hostile par moments, et autant moi j'étais tellement bien dans ce lieu, j'avais tellement envie d'y rester. En fait je pense que j'ai totalement adhéré au regard de Piranèse, c'est-à-dire que je suis sortie de ce que moi je penserais d'être là-dedans, pour totalement adhérer avec le personnage de Piranèse et le regard qu'il porte sur ce lieu dans lequel il vit et que lui aime très sincèrement et très profondément. Je pense que le gros point fort de Piranèse, c'est Piranèse, parce que c'est un personnage qui, encore une fois, redonne un peu foi en l'humanité, je trouve, parce qu'il est très naïf, mais qu'en même temps, il ne se laisse pas non plus berner, qu'il réfléchit et qu'il comprend des choses, mais qu'il ne va pas... Il attend que ses soupçons soient étayés, que ses théories soient étayées pour totalement adhérer à ce qu'il pense. Je sais pas comment dire, si vous voyez ce que je veux dire, mais il va pas plus vite que la musique, il prend le temps, il est très fidèle, il est très honnête, il est très bon, il est sincèrement bon et bienveillant et humain, et il n'a que des qualités je trouve, et c'est un personnage que j'ai trouvé incroyable, vraiment, c'est un excellent personnage, et le personnage de Piranèse dans ce lieu qui était incroyable, avec la vision de lui sur ce lieu, c'était génial, j'ai adoré. L'histoire qui va suivre est aussi très intéressante. J'ai beaucoup aimé tous les rebondissements. J'ai trouvé quand même, si je mettais un petit bémol, que ça va un petit peu vite en comparaison avec cette impression de lenteur extrême de la vie de ce personnage, de cycle très répétitif, etc. Et je trouve que du coup l'aventure va un peu vite et la résolution va un peu vite à mon goût, mais c'est peut-être justement en vue de ce décalage entre cette aventure qui s'enchaîne très vite, on a l'impression, par rapport à tout ce début qui est très lent, qui est très contemplatif. Je pense qu'il y a de ça aussi. La fin, j'aurais aimé en savoir plus, et en même temps, est-ce que l'auteur, l'autrice a besoin de totalement satisfaire la frustration et la curiosité du lecteur ? Pas forcément, donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que je le relirai juste pour me remettre dans cette ambiance que j'ai trouvée incroyable. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Skyward qui s'appelle Astrévis de Brandon Sanderson, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui vit sur une planète entourée d'espèces de plaques de métal qui sont des résidus de construction humaine du passé. Les humains ont été sont partis en exil de la Terre, se sont un petit peu écrasés sur cette planète et doivent vivre dans les...
et doit vivre dans les souterrains de la planète parce qu'ils sont régulièrement attaqués par des extraterrestres. Ça, c'est le pitch de base. Ils ont une technologie plus avancée que la nôtre, mais qui semble assez rétrograde par rapport à ce que l'humanité a pu atteindre par le passé. Et ils ont quand même des vaisseaux. On va suivre le personnage de Spensa qui n'a que pour objectif une seule chose, devenir pilote et se battre contre les extraterrestres. Et donc ça, c'est l'histoire du tome 1 où on va suivre sa formation et la première aventure. Le tome 2, on est dans la suite directe du tome 1. Je vais pas du coup vous en parler puisque sinon je spoil tout la fin du tome 1. Sachez juste que, comme toujours avec Skyward, j'ai une relation un petit peu amour-haine. Non, c'est un petit peu fort comme propos, mais vous voyez, c'est très mitigé parce que j'ai du mal à y aller, mais quand je suis dedans, je suis dedans. Mais vu que je n'aime pas du tout les descriptions de bataille spatiale, tous les moments où il y a de la bataille spatiale, ça me saoule un peu. Et attention, je ne dis pas que ça n'est pas bien écrit, c'est très bien écrit. C'est même moi qui suis nulle pour imaginer ça, j'y parviens quand même, c'est juste que moi ça me saoule. Et qu'en fait ce qui m'intéresse c'est l'histoire et la trame. Donc, je peux pas dire que c'est une lecture que j'ai adorée parce qu'il y a plein de moments où j'ai un peu passé, mais c'était une bonne lecture, je ne me suis pas ennuyée. La fin, comme dans le tome 1, il y avait une grosse accélération avec un gros plot twist qui était hyper intéressant. Voilà, moi j'aime bien et en même temps j'aime pas, je peux pas vous dire, c'est très bizarre, mais c'est vraiment propre à mes goûts. Donc voilà, je m'inflige ça entre guillemets, mais parce que j'aime l'histoire et que j'aime Brandon Sanderson et que voilà. Le seul autre bémol que je peux mettre, c'est le personnage de Spensa, j'en ai parlé en vlog. Et un personnage que je n'aime pas trop parce qu'elle a ce côté pas du tout bienveillant, pas du tout dans la compréhension d'autrui, très égocentré je trouve à mon sens, et qu'elle a tous ces aspects de défauts humains que moi je n'aime pas, à savoir je dis ce que je pense en me fichant totalement de ce que les autres, comment les autres vont le vivre et le prendre, je fais ce que je veux quand je veux parce que moi je sais, et du coup elle fait des bêtises, et voilà, c'est un peu un personnage qui m'agace. Dans le 2, elle évolue un peu, elle mûrit un peu, donc c'est mieux à voir dans la suite. Je crois qu'il y a 5 tomes de prévus. Moi je pensais que c'était une trilogie naïvement, mais pas du tout. Je pense que je lirai bientôt le tome 3 parce que je suis curieuse de savoir. J'ai lu Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein. Je vais pas trop vous en reparler parce que c'était une lecture un peu mitigée. Donc dans Le Roi des Fauves, on est dans un univers un petit peu nordique, scandinave, où on va suivre 3 adolescents qui se retrouvent dans un hiver qui n'en finit pas, où tout le monde crève littéralement de faim, ils vont braconner, il va se passer quelque chose qui fait que on va venir les chercher pour les emmener à la capitale et les juger pour quelque chose qu'ils ont commis et qu'ils vont subir une sentence qui n'est pas la mort et qui n'est pas peut-être mieux que... non, pas mieux, qui est pas franchement mieux en fait. Parce que ça va les faire changer d'état. Voilà, on va dire ça comme ça pour pas trop en dire. Je vais vous la faire très courte parce que c'est pas un roman qui m'a trop convaincue. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Parce que ça ressemblait à tous les autres Aurélie Wellenstein que j'ai lus, mais en version beaucoup trop légère, en version moins poussée que les autres. Et je pense que si j'avais commencé par lui, j'aurais beaucoup aimé. Mais comme j'en ai lu d'autres qui étaient, à mon sens, beaucoup plus poussés, beaucoup plus travaillés et meilleurs, et bien du coup, c'était pas mauvais, j'ai bien aimé, mais bon, voilà, pas plus. Comme me l'a fait remarquer Jurassic Jones, effectivement, un aspect qui me déplaît, qui m'a déplu sur le moment et que j'avais pas nommé et pointé du doigt, c'est tout le côté vengeance qui n'est pas un message très positif, voilà. Mais bon, voilà, je pense que si vous n'avez jamais lu d'Aurélie Wellenstein, ça peut être intéressant de commencer par là, parce que ça plonge, à défaut de vraiment apprécier beaucoup l'histoire, ça plonge quand même dans son univers, ça plonge dans ses thématiques récurrentes, et c'est intéressant. Dernier livre dont je vais vous parler ici, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, qui était la lecture commune du Patreon de Paper Palace, et qui était une lecture très intéressante. Ça va parler d'une jeune femme qui est clairement neuroatypique et qui, ce qui la rend heureuse et ce qui fait qu'elle vit bien, c'est de travailler dans un combini à temps partiel, en faisant des heures sup et en n'étant pas mariée, en vivant seule et en vivant dans ce petit monde en fait qu'elle maîtrise totalement. Donc ça fait 18 ans qu'elle travaille dans ce combini et elle aime cet endroit parce qu'elle y connaît toutes les phrases à dire au bon moment, elle y connaît tous les codes, elle y connaît tous les habitués, elle y connaît chaque rayon, elle sait ce qu'elle doit faire. Comme le monde, la société est assez hostile pour elle parce qu'elle n'a jamais les bonnes réactions, qu'elle voit bien que les gens sont déstabilisés par ses réactions, quand elle est dans le combini, eh bien elle fait exactement ce qu'il faut comme il faut et elle s'y sent bien, elle n'a pas besoin de réfléchir, elle a intégré tous ces mécanismes.
En fait, si vous voulez, l'histoire va parler de la société japonaise, des règles imposées aux femmes japonaises, des règles imposées aux jeunes personnes japonaises, de tout ce carcan de règles assez traditionnaliste dans lequel le personnage ne se retrouve pas du tout et n'est pas du tout à l'aise et pour lequel elle doit faire un effort pour avoir des interactions sociales, pour réagir comme il faut, pour vivre en fait et pour justifier son existence parce qu'elle ne vit pas comme elle le devrait à son âge. Voilà, je vais pas trop vous en dire, c'est très court, ça se lit très bien, c'est intéressant. On a un personnage dedans qui est un homme qui est absolument insupportable, détestable au possible. Et c'est très déstabilisant de voir les réactions de Keiko parce qu'elle ne prend ni bien ni mal ce qu'il lui dit, ne prend ni bien ni mal ce que les gens lui disent. Je ne pense pas que ça soit une question d'indifférence, c'est qu'elle n'a pas le même curseur de sensibilité, je pense, que la norme en gros. Et elle accepte ça et elle discute avec cet homme insupportable. Et bref, ça pousse à plein de réflexions sur plein de sujets et c'était très intéressant. Je vous invite à vous y pencher si jamais la culture japonaise, la société japonaise vous intéresse. Ça fait encore une fois référence à des choses de notre propre société et notre propre culture occidentale, mais je vous laisse découvrir ça en le lisant parce que ça va très vite. Voilà, donc c'est tout pour les 7 premiers livres de janvier. Je vous présenterai les 7 suivants plus tard parce que vous voyez déjà là on est sur une bonne vidéo, on va pas non plus trop tirer ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, s'ils vous ont plu ou pas, pourquoi. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, vous voyez, par exemple, en échangeant avec Jurassic Jones, eh bien, j'ai pu voir des choses que j'avais pas forcément vues, donc c'est hyper intéressant, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!